de manière cynique, plus encore que les missiles et les drones, je pense. Et je suis sincèrement très surpris de comprendre et de voir aujourd'hui à quel point les Américains, les stratèges américains, ont oublié l'histoire, la géographie, n'ont pas écouté les conseils de tous leurs copains économistes et financiers qui connaissent cette situation. Je veux dire, les banquiers de Wall Street savent parfaitement comment se construit une crise pétrolière. C'est hallucinant de voir à quel point, au bout de 10 jours, comme si les Américains étaient surpris. On entend peu les Israéliens sur le sujet pour l'instant, mais les Américains, la déclaration, le général parlait de la déclaration de Rubio, à quel point ils sont surpris par ce qui se passe. Enfin, je veux dire, le détroit d'Ormuz, il est connu comme le loup blanc par toutes les marines du monde. Tout le monde sait à quel point il est facile à bloquer et extrêmement difficile à débloquer sans prendre de risques. C'est-à-dire que là, vous parliez des missiles, mais c'est sans parler des vedettes, de toutes ces vedettes iraniennes que les Pasdaran ont préparées patiemment depuis des années, qui vont utiliser ces 1700 mètres de côte pour pouvoir aller frapper des bateaux. C'est quand même sidérant de se dire que les Américains, les stratèges américains ont oublié ces principes-là, ont oublié qu'une campagne militaire ne suffisait pas. Alors peut-être qu'ils n'ont pas imaginé la résilience du régime et le fait qu'il y aurait un nouvel ayatollah assez rapidement, un nouveau guide suprême, je veux dire, assez rapidement. Mais c'est plus qu'une épine dans le pied des Américains et des Israéliens. C'est une deuxième. On a beaucoup parlé la semaine dernière des phases de la guerre, parce qu'on suivait un petit peu le calendrier. J'allais dire que nous donnaient les annonces officielles américaines et israéliennes, la première phase, la seconde phase. Là, c'est les Iraniens qui imposent une seconde phase et qui, j'ai l'impression, perturbent complètement le cheminement de la guerre tel qu'il était prévu, au point que la France est obligée d'envoyer des bateaux et de se mettre dans cette posture défensive. Enfin, ça complique sérieusement les choses. Et puis les pays du Golfe commencent à eux aussi paniquer. Les pays du Golfe, là, il y a des réactions aujourd'hui des pays du Golfe qui disent il faut que ça désescalade rapidement, alors que tout indique que ça ne va absolument pas désescalader. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, les milieux économiques pensaient que l'Iran était en bout de course, notamment en matière de représailles, mais ce qui s'est passé ces dernières heures a provoqué pour le coup un sentiment de panique sur les marchés et d'une certaine manière dans l'économie d'une manière générale. Oui, voilà comment avec quelques missiles et quelques drones, l'Iran a réussi son objectif d'ouvrir la voie à ce qu'il faut bien appeler un choc pétrolier. Ici à Bahreïn, au lever du jour, frappe sur la plus grande raffinerie du pays. Dubaï et le Koweït n'ont pas été épargnés non plus. Drones lancés aussi vers les Émirats sans discontinuer depuis samedi. Beaucoup ont été interceptés, mais quelques-uns ont atteint leur cible. Conséquence immédiate, le baril de Brent s'est envolé ce matin pour crever ses plafonds récents. 111 $, plus 30% en quelques heures, plus 60% en 10 jours, avant de se stabiliser autour de 100 € il y a un peu plus d'une heure. Il n'est qu'à écouter Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, pour comprendre que la crise a changé de dimension. Écoutez-le. When it comes to hostage taking, there has been no worse offender in the world than the clerical regime in Tehran. They are the worst offenders in the world of terrorism, and they are the worst offenders in the world of hostage taking. The message is going to be very clear. The United States will not tolerate hostage diplomacy. Prise en otage de l'économie mondiale, c'est ce que signifie Marco Rubio. Pour être précis, Lucille, est-ce que ce sont les frappes, donc sur les sites pétroliers des monarchies pétrolières à côté de l'Iran, ou est-ce que ce sont les blocages du détroit d'Ormuz qui provoquent cette panique? Ce sont les deux. Les frappes, parce qu'aussitôt le Koweït, comme les Émirats Arabes Unis, ont fait savoir qu'ils marquaient un coup d'arrêt dans la production de leur pétrole. Riyad s'apprêterait à faire de même. Pourquoi? Parce que ce qui est extrait ou raffiné, il faut le stocker avant de le livrer. Les pétromonarchies manquent de place et les gigantesques dépôts constituent des cibles pour les frappes iraniennes. Quant au blocage du détroit d'Ormuz, pour nous les Européens, l'impact est relativement limité. 15% de nos achats transitent par ce détroit. Pour les États-Unis, c'est entre 5 et 7%. En revanche, l'Asie est en première ligne. Ormuz représente 50% des importations chinoises, 38% des importations indiennes, 44% des importations japonaises. Le Japon, où l'inquiétude monte sensiblement. Écoutez Toshimitsu Motegi, ministre des Affaires étrangères. 湾岸諸国の民間施設等への攻撃やホルムズ海峡における航行の自由及び安全を脅かす行為についてこれを非難するとともに Et on assiste à un début, en tout cas, de branle-bas de combat un peu partout. Oui, parce que même en Europe ou aux États-Unis, le choc pétrolier rend le monde économique pessimiste.
Le G7 est à la manœuvre. Il envisage de débloquer les immenses stocks stratégiques que chacun conserve en cas de coup dur pour rassurer tout le monde et pour calmer l'envolée des prix. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet agira à la source, libérer le détroit d'Ormuz, même si rien de très précis n'a été dit pour l'instant. Écoutez Emmanuel Macron. L'objectif, ce serait, quand il y a une baisse de ces conflits, de manière totalement pacifique, de pouvoir escorter des tankers, des porte-conteneurs et de rouvrir la route du gaz et du pétrole en sortie d'Ormuz pour aller alimenter les marchés mondiaux, et puis la route aussi des porte-conteneurs pour alimenter beaucoup de pays de la région qui aujourd'hui sont en train de manquer de certaines denrées ou de certains éléments. Merci Lucille.